bonsoir à tous. Alors effectivement, la radio, vous allez le voir d'ailleurs, la radio évolue, la radio change. On a un petit peu toujours pour habitude de présenter la radio comme un vieux média qui a plus de 100 ans. Et on la présente aujourd'hui dans un monde qui change, qui évolue. Vous voyez, alors j'espère que on ne vivra pas à un moment donné avec le média radio un élément aussi difficile que ça. Mais dans ce monde qui change, on est obligé de s'adapter. Et vous vous souvenez de ce vieux transistor? Enfin, à mon avis, la plupart d'entre vous ne s'en souviennent pas, parce qu'évidemment, la radio s'adapte. Et aujourd'hui, on sait que le média radio, il est beaucoup plus utilisé sur de nouvelles plateformes qui nous obligent, à un moment donné, à nous réinventer, ou en tout cas à se poser d'énormes questions. Alors, juste rapidement, pour planter le décor, voici le paysage belge francophone en matière de radio. Vous voyez, 5 radios publiques, 5 réseaux, 4 réseaux communautaires avec RTL, avec le groupe Énergie, chacun ayant 2 réseaux. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle des réseaux urbains, c'est-à-dire des réseaux qui couvrent uniquement les villes et qui n'ont pas vocation à toucher la totalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou Communauté française plus Bruxelles. Et là, vous avez 2 radios, DH Radio, Fun Radio Belgique, 4 radios provinciaux, 4 réseaux provinciaux, pardon, Antipode, Maximum FM que vous connaissez bien sur Liège, Must FM pour Namur et Luxembourg et Sud Radio pour le Hainaut, et plus 76 radios indépendantes à vocation locale, culturelle ou thématique. Voilà un petit peu le paysage, et c'est ce paysage-là aujourd'hui qui doit et qui est confronté finalement à une évolution et à un changement. Et ça, c'est un élément que nous gardons évidemment toujours très fort à l'esprit aujourd'hui. C'est un changement radical dans la consommation du média radio. Une diminution de l'écoute, et plus particulièrement sur un public jeune. On le voit aujourd'hui, ça c'est sur l'espace de grosso modo près de 10 ans, le pourcentage chute, le pourcentage baisse. C'est pas forcément en nombre d'individus, mais c'est plutôt en volume de temps dédicacé aux médias radio. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous continuent à consommer quelque part le média radio, mais certainement autrement et moins longtemps qu'avant, et plus particulièrement, on le voit sur un public jeune. Et pourquoi? C'est une évidence. Quand on travaille et qu'on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas tous ces éléments aujourd'hui de connectivité et d'attractivité que vous avez aujourd'hui, et particulièrement sur des plateformes digitales. Et donc, vous êtes distrait du média radio. Vous allez chercher autre chose ailleurs. Et c'est un élément qui est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le transistor, comme on l'appelait à l'époque, n'est plus l'unique moyen de recevoir du contenu musical ou du contenu radio. La fragmentation de l'écoute, évidemment. Il y a de plus en plus de possibilités d'aller chercher d'autres éléments sonores et principalement des éléments sonores soit de streams musicaux ou des éléments sonores de l'étranger. Évidemment, et vous le savez, vous êtes de cette génération-là, vous avez besoin d'une personnalisation, d'une interactivité, d'une instantanéité. Vous avez besoin de quelque chose qui va vite et qui réponde à maintenant parce que je le souhaite. Et puis évidemment pour nous, justement, pour rester attractif, rester dans l'air du temps, il faut qu'on amplifie le marketing de l'antenne, et pour nous ça devient de plus en plus compliqué. Pour rendre attractif ce média, il faut qu'on communique, et on a une stratégie qui est différente. On communique sur ces réseaux sociaux pour véhiculer nos marques de manière un petit peu différente. Alors ça, c'est un slide qu'on aime beaucoup. C'est que depuis très longtemps, dans le groupe RTL, et notamment au travers de la marque Radio Contact, on a investi dans la technologie. Si aujourd'hui le média radio en Belgique francophone est là où il en est, c'est sans doute grâce au fondateur de Radio Contact, qui a toujours essayé de pousser les lignes pour essayer de faire évoluer ce média privé en opposition aux médias publics qui existaient et qui étaient l'unique moyen de consommer la radio à l'époque. 1980, c'est le putsch. C'est la libéralisation des ondes, de radio pirate, on devient radio libre.
ça a été un énorme tournant. C'était justement la possibilité à un jeune public de consommer autre chose. 1986, la diffusion des signaux au travers de satellites et donc la construction de réseaux. On commençait à tout d'un coup marketer les choses autrement. Il y avait des marques qui commençaient à se répandre dans d'autres villes que celle de Bruxelles. 1992, alors ça paraît risible aujourd'hui, mais en 1992, Laurent et moi d'ailleurs, avons connu ce moment merveilleux où tout d'un coup, la radio privée pouvait émettre en stéréo. Ça a l'air démentiel et pourtant, il y avait un avant et un après. En 1995, le streaming Internet. En 2000, les données associées. Alors les premières données associées, c'est quoi? C'est ce qui s'affiche sur le RDS aujourd'hui. En 2000, Radio Contact a été le premier à pouvoir, à un moment donné, synchroniser des données entre ce qui se diffusait à l'antenne et ce qui pouvait se voir, à un moment donné, sur une autre plateforme, en l'occurrence des autoradios. En 2010, le lancement de ce qu'on a appelé la radiovision, et vous le verrez plus tard, ça devient un élément extrêmement important. Et puis, en 2015, conjointement avec nos collègues du privé et du public, puisque la RTBF a été vraiment un élément moteur de cette réflexion, nous avons décidé de créer une plateforme commune et un outil commun pour que sur tous nos sites internet, nous ayons ce qu'on appelle le player commun et qui permet aux gens de plus facilement écouter la radio sur des plateformes digitales. Donc vous voyez, c'est une nécessité constante et certainement aujourd'hui de pouvoir investir dans des technologies et on le verra, plus nous avançons, plus ces technologies sont complexes, plus ça nécessite évidemment que nous gardions nos oreilles, en tout cas grandes ouvertes, et plus ça va certainement générer de nouveaux métiers. Parce qu'aujourd'hui, la radio est bien plus que de l'audio. Un élément important, et ça illustre bien ce que je vous disais, c'est que on le voit sur le 12+, donc c'est la totalité de la cible qui est sondée au travers des sondages radio, mais dans ce sondage, on leur pose la question, sur quel support écoutez-vous le média radio? Et on voit aujourd'hui une vraie différence entre le 12+, donc les personnes qui répondent qui sont âgées de 12 ans et plus, et puis quand on cible sur les plus jeunes, les moins de 35 ans, on voit une vraie différence. Le poste de radio, 78% déclarent aujourd'hui d'écouter la radio sur un poste de radio, mais uniquement 67,8% des moins de 35 ans. L'autoradio, ça reste la valeur sûre. L'autoradio reste l'endroit, grâce aux embouteillages, et c'est pas près de s'arranger, ça reste l'endroit où on écoute le plus la radio aujourd'hui. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a l'ordinateur, la télévision, le smartphone qui bondit, et principalement chez les jeunes, qui deviennent des nouveaux supports, sur lesquels on doit donner évidemment autre chose et une qualité différente de l'audio simple qu'on a dans l'autoradio. C'est important pour justement rester attractif. Ah ben, il y avait toutes les explications qui étaient là, c'est bien. Voilà, donc en gros, c'est tout ce que je viens de vous dire est écrit là. Et donc vous voyez, on consomme aujourd'hui le média radio sur bien d'autres choses qu'un support traditionnel qui est véhiculé soit par un poste de radio, soit par un autoradio et donc par l'AFM. Un élément sur lequel on travaille beaucoup et qui est très important, est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le dernier endroit où on peut écouter la radio? Non, j'ai donné la réponse. La musique en analogique. Aujourd'hui, on parle du digital partout, tous les supports sont digitaux. Le dernier endroit où on écoute la musique en analogique, c'est en radio. La FM n'est pas digitale. Et donc c'est assez surprenant, dans ce monde qui aujourd'hui est totalement digitalisé, on se retrouve avec cette bonne vieille FM, mais qui a ses limites, qui est arrivée à saturation un petit peu partout, et qui n'évoluera plus. Et à côté de ça, on a le digital. Donc ce que nous essayons aujourd'hui d'entrevoir, c'est le futur. Le futur, c'est évidemment une technologie numérique, et nous estimons aujourd'hui, avec le service public, que le DAB+, devrait être la norme qui, à terme, remplacera l'AFM. Mais pour ça, il faudra du temps, parce que j'imagine que dans vos voitures, vous n'avez pas un autoradio qui capte le DAB+, ou alors vous êtes des chansards, mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à écouter. Donc, à mon avis, vous n'avez pas fait cet investissement. Mais demain,
eh bien, ça sera la possibilité de pouvoir continuer à écouter la radio en ayant le réflexe radio en rentrant dans une voiture, avec une meilleure couverture géographique, meilleure qualité d'écoute, une offre enrichie, puisque le DAB+ permet plus d'offres, des coûts de diffusion, ça c'est pour nous, qui sont bien moins importantes, et sont grosso modo divisés par 6 par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, des coûts de diffusion moins importants, et puis un canal dédié et une distribution maîtrisée. Ce qui est très important, c'est que nous puissions continuer, pour que vous puissiez écouter la radio, que nos enfants puissent continuer à avoir un réflexe radio. Ce qui est très important, c'est d'avoir un canal dédié, c'est-à-dire de rentrer dans l'autoradio, dans la voiture, et d'avoir l'autoradio qui propose en premier d'écouter la radio. Aujourd'hui, on voit que ce qu'on appelle les dashboards, donc les tableaux de bord, offrent des choses tactiles, mais la radio est en train de disparaître. Et donc, c'est votre smartphone qui, à un moment donné, prendra le relais. Et dans un smartphone, il n'y a pas la possibilité d'écouter, si ce n'est au travers d'applications que vous devez télécharger. Donc, il y a un effort toujours à faire. Il n'y a pas la possibilité directe d'écouter la radio. Donc, c'est important que nous puissions garder une maîtrise totale d'un canal qui est dédié, de continuer à créer le réflexe, et en même temps, d'avoir une distribution qui, comme on le fait depuis des années, est maîtrisée, c'est-à-dire qui est opérée par nous. Aujourd'hui, en radio, tout le parc FM qui sert à notre distribution, nous le maîtrisons, nous le contrôlons, et ça n'est pas un tiers qui l'opère pour nous. Ça sera la même chose pour le DAB+, en tout cas, nous le souhaitons. Mais évidemment, de nouveau pour nous, et ça c'est un changement radical d'écosystème, ce sont des investissements lourds, à long terme, mais qui sont nécessaires à garder le média radio. Un autre élément d'investissement et de différenciation, c'est très important, et on le voit ici, c'est d'investir dans des contenus différents. Ce qui fait aujourd'hui la différence en matière de radio, c'est l'offre qui se trouve au-dessus de la musique. La musique, c'est un peu le socle commun et que vous avez l'habitude de consommer au travers de médias radio ou de streamers. Vous allez sur Deezer, vous allez sur Spotify, vous allez chercher votre musique un petit peu partout. Mais quelle est la différence et quel est le vrai métier de la radio ? C'est de créer un contenu supplémentaire. C'est toute la couche qui est au-dessus et qui nécessite évidemment beaucoup d'investissement, mais également, c'est ça qui donnera la valeur ajoutée, la vraie différence entre les produits de la RTBF et nous. C'est ça qui va faire à un moment donné qu'on va être jugé, préféré sur base d'une logique de contenu et une stratégie de développement. Laurent y reviendra, mais RTL Info, c'est vraiment une identité forte que nous avons développée au sein de la maison RTL. C'est une valeur ajoutée, c'est beaucoup d'investissement, c'est une marque transversale, ce sont des personnes, des individus, donc c'est une vraie différence par rapport aux autres. Le divertissement, le service, les personnalités d'antenne, tout ça sont des éléments qui sont extrêmement importants et qui deviendront de plus en plus importants dans le futur, parce que c'est ça qui fera que vous irez chercher telle ou telle marque, tel ou tel produit, parce que le marketing est bien fait, parce que les gens que vous écoutez, vous les appréciez, parce qu'ils sont extrêmement forts sur les réseaux sociaux et que donc vous rentrez dans leur communauté. C'est tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants pour le média radio. Pour nous, mais pour tous les autres. C'est celui qui, à un moment donné, se marketera le mieux, se différenciera le mieux des autres, qui aura toujours une longueur d'avance et qui sera différent, finalement, d'un Spotify ou d'un Deezer. Et vous voyez, en haut à droite, il y a tous ces nouveaux médias, tous ces nouveaux réseaux sociaux qui sont ultra attractifs, dans lesquels nous aussi nous devons investir pour être pertinents et légitimes. Si demain on ne répond pas à votre manière de consommer ou vos attentes, notamment sur ces nouveaux supports, eh bien, nous serons délaissés et un jour, la radio s'appauvrira ou en tout cas sera nettement moins attractif. Donc c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Évidemment, et ça c'est un élément sur lequel nous on travaille beaucoup, on en est fiers d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le plus gros employeur privé dans notre Belgique francophone. Parce que pour faire tout ce qu'on a évoqué, pour investir dans la technologie, pour investir dans les contenus, pour créer des grilles fortes et pertinentes, on se doit évidemment de créer de l'emploi. Et c'est un élément qui est moteur dans la maison RTL en Belgique, c'est de créer de l'emploi. Donc aujourd'hui, vous le voyez, tous ces éléments que l'on évoque ne vont pas sans la création d'emplois,
Nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes, beaucoup de stagiaires qui sont dans l'entreprise et qui viennent finalement à côté de nos métiers de base, eh bien, nous donner un vent de fraîcheur, des nouveaux métiers qui nous permettent de nous reconstruire ou en tout cas d'appréhender le futur. C'est un élément très important. Alors un élément peut-être plus publicitaire, mais qui est important dans l'écosystème de la radio, parce qu'à côté de ces investissements, nous devons, nous, prendre conscience que le marché publicitaire n'est pas extensible. C'est aussi un message que l'on fait passer aux politiques. Il y a toujours une volonté politique à un moment donné d'offrir, notamment au travers du numérique, de nouveaux produits, une multitude de nouveaux produits. Très bien, parfait. Il faut pouvoir les financer. Sinon, ça deviendra quoi? Des robinets à musique. Et là, on revient au slide précédent. Pas beaucoup d'attractivité pour avoir en permanence, à un moment donné, une playlist de électro-dance 24 heures sur 24. Si je fais ça, je vais sur Spotify, je vais sur Deezer, je crée moi-même ma playlist. Donc, l'élément économique, il est extrêmement important. Aujourd'hui, on voit que les investissements publicitaires sont très hauts en Belgique par rapport à nos voisins, et on est protégé par ça. Mais évidemment, il y a un moment donné où les choses seront sans doute différentes, et ce marché publicitaire sera mis, et l'est déjà maintenant, sous pression. La radio, aujourd'hui, est jalousée par des médias digitaux, par des médias qui voudraient bien prendre une partie de ces investissements publicitaires qui sont très hauts pour créer son propre modèle économique. Donc qu'est-ce qui se passe? En substance, alors je ne veux pas vous faire une image un peu trop négative, mais c'est un élément que l'on a en permanence en tête, on le présente aux politiques. Nous sommes obligés aujourd'hui de lutter contre l'attractivité de la radio, la pression sur les recettes publicitaires qui naturellement provoquent une baisse de chiffre d'affaires et donc de rentabilité. Et en même temps, nous devons continuer à investir, enrichir des contenus, enrichir des offres, le développement des plateformes multimédia, le marketing numérique et les périodes de transition entre l'analogique et le numérique. Donc tous ces éléments font que nous sommes obligés de pousser les lignes, de nous réinventer pour rester attractifs. Et comment le fait-on? On a deux exemples. Nous sommes obligés aujourd'hui d'aller chercher soit des offres complémentaires, soit autre chose sur d'autres supports pour nous permettre de continuer à être attractifs. Vous voyez, on a pris l'exemple de Bel RTL. Bel RTL, c'est évidemment une écoute radio, mais on peut l'écouter sur des smartphones, sur des tablettes et en télévision. Et ça, c'est l'exemple qui nous a occupés pendant à peu près 1 an et demi pour nous permettre d'aller de l'avant. Aller de l'avant, toucher un nouveau public, rester attractif pour les jeunes et derrière, nous l'espérons, créer évidemment une audience supplémentaire et des ressources publicitaires supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'initiative de la radiovision et de mettre Bel RTL en avant au travers de la télévision, elle ne date pas d'hier. Je sais que beaucoup de gens disent qu'ils ont inventé ce concept et qu'ils sont très fiers de pouvoir proposer une technologie innovante. Mais chez nous, ce principe-là, il existe depuis 1999. C'est-à-dire que Bel RTL est diffusé sur RTL TVI le matin depuis 1999. Alors dans une formule que nous avons changée, mais qui existe donc depuis de longues années. Ça a été un élément salutaire aussi pour la croissance de Bel RTL et pour l'identité de Bel RTL. Le média télé offre une telle puissance et une telle visibilité que c'est un outil de promotion extraordinaire. On l'a développé en 1999, puis quelques années après, nous nous sommes penchés sur Radio Contact avec la volonté de créer Radio Contact Vision. Donc c'était une évolution, vous voyez bien, les images sont différentes, une évolution entre ce qu'on avait créé en 1999 et 2000. Et puis en 2015, Bel RTL en télévision, que vous pouvez notamment voir sur RTL TV le matin et sur des canaux numériques, sur les sites internet. Et petite information, pour la Wallonie, c'est toujours importante, à partir du 24 avril, chez nos amis de chez vous. Voilà, comme ça, on le sait depuis aujourd'hui, vous le savez, vous pouvez vous précipiter chez vous pour acheter un décodeur, vous pourrez avoir Bel RTL non-stop en télévision.
Alors en 1999, comment on a imaginé le projet? Vous voyez au-dessus, il y a la couche audio. Et puis en dessous, la couche télévisée. Et vous voyez, la couche audio, elle est composée d'une succession d'éléments, des disques, des séquences, un journal, de la page pub, etc. Et en fait, le signal du dessous, il ne réagit absolument pas à ce qu'il a en audio. Donc il reste neutre et il ne fait que finalement capter le studio et il ne réagit à rien d'autre que juste le studio. Et s'il n'y a pas d'animateur, parce que c'est une émission enregistrée, il diffusera une chaise vide. Voilà, donc c'était un système qui était pas très intelligent, en tout cas à l'époque, mais c'est celui de 1999. Et il faut se rappeler, la technologie de l'époque, c'était déjà une prouesse de faire ça. Et puis, en 2009, on a justement décidé de commencer à synchroniser les éléments sonores et visuels. Ce qui veut dire que, vous le voyez, quand on avait un clip vidéo, quand on avait une page pub, quand on était en studio, ou n'importe quel autre élément visuel et sonore, c'était synchronisé. Un clip vidéo allait provoquer une réaction en image, c'est-à-dire qu'on lançait un disque et vous aviez le clip vidéo de manière synchronisée qui se lançait. Une page pub, il y avait un visuel page pub. Donc l'élément commençait à évoluer et commençait à vivre en fonction de ce que l'audio diffusait. Et aujourd'hui, avec ce que Bell RTL propose, eh bien, nous avons véritablement un système qui réagit à tout. C'est-à-dire que nous avons continué à faire évoluer l'outil pour que, quand à un moment donné, on se retrouve dans une situation X en audio, le système va proposer plusieurs images, plusieurs visuels. Donc on enrichit complètement l'offre pour nous permettre d'être beaucoup plus attractifs et de tenter de rester intéressant pour l'auditeur qui va nous suivre. Et vous voyez, on se retrouve dans un autre contexte, et là aussi la machine, en fonction d'un scénario qu'on aura défini, permet de réagir autrement que le slide précédent où on voyait un autre scénario. Donc à chaque fois, on développe des identités propres et des manières de fonctionner à l'automate visuel en fonction de ce qu'il est capable de détecter en audio. C'est important parce que ça nous permet de continuer à faire notre métier de la radio. Moi, ce que je ne voulais pas dans ce projet, c'est qu'on puisse à un moment donné imaginer de complètement dénaturer le métier de la radio. Le métier de la radio, c'est évidemment de créer du son, créer de l'émotion et se concentrer sur un média qui est bien connu. Si demain, on demande aux nouveaux arrivants chez nous de commencer à faire de la télévision avec des codes radio, ça devient extrêmement compliqué. Donc pour nous, c'est extrêmement important. La personne qui est à l'antenne, il n'y a aucun changement à son métier de base. Nous ne voulons pas, à un moment donné, faire de la télévision, parce que dans la maison, quand on fait de la télévision, on fait de la télévision et on est dans un autre pôle d'activité. Nous restons dans une notion de radio filmée. Et vous voyez les différentes hypothèses. Sur un même moment, une interview politique, le système va réagir avec des changements de caméra. Tout ça est automatisé, tout ça est totalement transparent pour les personnes qui se trouvent à l'antenne, en audio, à la radio, et qui continuent à faire leur métier. Vous voyez par exemple un des systèmes que l'on a développé, qui est le système de caméra. C'est à nous de le paramétrer, et une fois qu'il est paramétré, il suit vraiment complètement le scénario qu'on aura défini. C'est totalement transparent pour les gens qui sont à l'antenne. Thomas Vanham le matin, Pascal Vrébos le soir, ne se soucie pas de ce qui se passe et ne cherche pas à un moment donné une caméra pour commencer à faire de la mauvaise télé. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Ah, je viens de créer des interférences, non? Voilà. Ça, c'est un premier exemple de cette évolution du média radio qui est indispensable. L'autre exemple d'évolution, elle s'inscrit dans l'après 2007. Pour ceux qui s'en souviennent, Mint, que l'on démarre à l'époque, donc vous voyez l'univers dans lequel... On va changer. Oui, oui. J'ai pris les cheveux, mais sinon le restant n'a pas bougé. Une marque qu'on a développée, un succès immédiat. Malheureusement, pour cause de plan de fréquence, le projet s'arrête. Pas tout à fait, parce qu'il continue à vivre sur les réseaux sociaux. Alors évidemment,
c'était plus sincère que ça. Hein. Les gens étaient vraiment tristes. Donc la pétition, et il y a un vrai engouement qui s'est opéré. Pourquoi? Parce qu'on a créé un univers qui est totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de développer sur nos marques populaires, traditionnelles, qui étaient Bell RTL et Radio Contact. Donc on avait vraiment trouvé un créneau, quelque chose où il y avait un vide et qui répondait à une demande. Alors c'est pas fait exprès, mais c'est très à la mode. Oui, par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, nous avions le roi et la reine qui étaient chez nous aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas fait exprès. Mais non, n'était pas là. Et donc, ce qui est important pour nous, au-delà de vous présenter Mint, c'est le renouveau de Mint, c'est de nouveau créer une nouvelle offre, une nouvelle identité, une nouvelle manière de faire de la radio pour aller toucher un autre public qui se retrouve aujourd'hui principalement sur des plateformes digitales. Alors, je l'ai vu dans la salle, mais nous avons des partenaires qui nous reprennent et qui travaillent avec nous en FM, dont Maximum FM. Grégory est là dans la salle et je le remercie. Et ce sont des partenaires qui nous aident finalement à reconquérir un territoire, qui nous aident à reconquérir un public qui n'existe pas chez nous et qui est important dans notre écosystème. Et ça, c'est un autre exemple du développement de la radio, c'est de trouver des nouvelles méthodes, des nouveaux modèles pour développer nos activités, au-delà de ce que l'on fait sur nos métiers de base, que sont Bell RTL ou Radio Contact. Il faut qu'on puisse répondre, à un moment donné, à une attente digitale, une attente marketing, justement, pour toucher ce nouveau public. Et Mint est un exemple que l'on lance aujourd'hui. Et d'ailleurs, le projet est plutôt bien né, puisque sur la province de Liège, sur la province de Luxembourg et la province de Namur, les résultats sont assez positifs. Et ça nous permet, nous de nouveau, de créer un nouvel écosystème, de bousculer un petit peu ce qui existe dans le paysage actuel, de tendre la main à des réseaux régionaux qui, il faut bien comprendre, et là Grégory ne me contredira pas, c'est pas évident aujourd'hui quand on est dans une petite finalement communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles qui fait 4,5 millions, 4,6 millions habitants, de pouvoir avoir un écosystème qui permet d'évoluer, de grandir. Et c'est un des combats que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous ne vivons que de la publicité, contrairement au service public, nous n'avons pas de dotation. Donc nous ne pouvons vivre, nous priver, que de la publicité. Et si à un moment donné, on a des modèles économiques qui ne permettent pas de vivre, qui ne permettent pas de développer et de créer de l'emploi, bah pour vous, c'est pas un signal très fort. Ça veut dire que mécaniquement, vous irez vers d'autres médias et vers d'autres supports parce que vous n'aurez pas d'opportunité d'emploi. L'époque bénie que nous avons connue il y a 7-8 ans, oui, enfin un peu plus, il y avait une multitude de radios. Il y avait une multitude de petites radios qui nous permettaient de démarrer, qui nous permettaient de grandir, et puis on allait sur une moins petite, et puis on continuait. Et c'était autant de tremplins, autant de manières de se former à finalement ce métier de la radio. On ne savait pas à l'époque, je pense qu'on en ferait un jour notre métier, et puis tracer des voies comme celle-là. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. On a un service public qui existe, qui est aujourd'hui 5 radios qui sont financées par de l'argent public et de la publicité. Et puis il y a un modèle privé. Alors évidemment, on n'a pas à se plaindre, mais on doit se projeter et aller plus loin. Pour vous notamment. Parce que si demain, vous n'avez pas des radios qui vous permettent de démarrer, qui vous permettent de tester des choses, de grandir, d'évoluer, ben vous ne pourrez jamais imaginer travailler dans ce média parce que vous n'aurez pas d'opportunité. Et des partenariats comme ce que l'on peut faire avec Maximum FM et d'autres très certainement, des modèles de plus petites radios avec finalement ce digital qui permet de faire plein de choses, c'est vraiment un signal qui est important parce que c'est l'avenir. Et nous cherchons aujourd'hui à pouvoir recréer un écosystème qui permettra de générer bien sûr de l'argent pour générer de l'emploi. C'est vraiment ce leitmotiv-là. Parce que sans ça, ça sera extrêmement compliqué de vous donner finalement encore cette attractivité professionnelle à long terme.
Nous avons créé dans la maison RTL, et c'est quelque chose que j'avais en tête depuis pas mal de temps, quelque chose qu'on a appelé la radio-expérience. Et c'est l'opportunité pour 3 personnes de vivre pendant 1 an tous les métiers de la radio. Tous. Ça passe de l'assistante prod, ça passe par les métiers du digital, par le marketing. Et c'est de permettre à des gens qui sont motivés de pouvoir toucher à ce métier-là. Si on ne fait pas ça, si on ne crée pas de nouvelles opportunités, nous aurons finalement peu d'offres et peu de possibilités pour vous de grandir. C'est extrêmement important dans cette évolution de la radio. Donc, vous voyez, je veux pas être pessimiste. D'ailleurs, voilà, on voit les partenaires qui nous aident dans le développement de Mint, Must FM, Maximum FM. Et je ne veux pas donc être pessimiste, mais nous sommes à un moment, pour le média radio, où on doit se réimaginer sur les modèles existants, et on doit, quelque part, écouter, ouvrir grand nos yeux, nos oreilles, sur vos modes de consommation, la manière que vous avez d'imaginer cette radio, pour pouvoir être attractif, et quelque part derrière, vous donner l'opportunité de créer finalement de nouveaux contenus, de nouveaux formats, et de vous permettre d'avoir une place professionnelle dans ce média radio. On sait toujours que on est dans un média d'image, la radio est importante, la radio a de l'avenir, mais vous voyez, les enjeux sont complexes, et les enjeux nous permettent d'imaginer bien plus que de l'audio. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, trop chiffres, voilà. Mais c'est 2 exemples de choses que nous mettons en œuvre pour permettre de faire évoluer ce média radio, et en tout cas de travailler sur cette évolution. Merci. Je propose de suite donner la parole à Laurent pour voir un petit peu comment l'information, elle, va vivre à travers ce nouveau paysage. Et vous allez voir le côté transversal de l'information qu'on va pouvoir développer. Ensuite, évidemment, place aux questions. Je pense que tous les deux sont friands et attendent vos questions, vos interrogations par rapport à tout ça. Voilà, ce sera beaucoup moins exhaustif que Eric. C'est surtout une présentation assez rapide de la manière dont on fonctionne au niveau de l'info RTL. Pour ouvrir le débat avec vous, qui étudiez le journalisme. On a toujours considéré, RTL, que l'information avait pour vocation de se diffuser sur tous les supports. Ça a commencé avec de la télévision en 1983, RTL Belgique. C'était la création d'une rédaction bruxelloise pour Télé Luxembourg. En 1987, ça a été la création de RTL TVI, qui a basé ce qui allait devenir un succès sur l'idée de l'ancrage et de la proximité. Et comme vecteur d'ancrage et de proximité, les fondateurs de l'époque ont considéré que l'information était sans doute le meilleur. Et ils ont donc investi très lourdement face à l'époque ce qui était un monopole de la RTBF pour offrir un journal télévisé. 4 ans après encore, en 1991, c'était l'arrivée de Bell RTL. À l'époque, ça peut paraître assez curieux aujourd'hui quand on voit à quoi ressemble notre rédaction. C'est ça, je vous prie d'excuser la qualité de la photo, je l'ai faite ce midi en vitesse. Il n'y a pas le roi. Il n'y a pas le roi, il était parti. Aujourd'hui, sur ce plateau, vous voyez, en fait, il y a l'ensemble des métiers de l'information qui sont représentés. Sur la partie gauche, la radio, au milieu, c'est plutôt la télé, l'autre côté, là où c'est surexposé, c'est tous les métiers des journalistes qui s'expriment sur Internet, sur les applications mobiles. Ce n'était pas du tout le cas en 1991, puisque à l'époque, les journalistes de Bell RTL étaient basés dans la rédaction du journal Le Soir, à Bruxelles, donc dans un endroit tout à fait autre que où se trouvait RTL. On a très vite compris l'intérêt économique d'abord, mais surtout éditorial de travailler ensemble, puisqu'on a de cette manière conjugué les expertises. Et cette logique, en fait, elle a continué, elle continue encore aujourd'hui. On encourage au maximum ce qu'on appelle la transversalité. Elle est symbolisée aujourd'hui par une seule et même marque, qui est RTL Info, que vous entendez en radio. On ne dit plus le flash ou le journal, on dit RTL Info, 16h, 17h, 18h. C'est la même chose en télévision, c'est la même chose pour notre site forcément et pour notre application mobile. Alors l'information, colonne vertébrale de RTL, a un succès évidemment, puisque on considère que chaque jour 4 Belges francophones sur 10 s'informent via un média RTL. Ça peut être les radios, vous voyez les chiffres, on n'est pas loin de 600 000 auditeurs en quotidien, à la fois pour Bell RTL et pour Radio Contact, où il y a de l'information qui est diffusée toute la journée.
Pour RTL, c'est de 4h30 à 23h. En télévision, nos journaux de 13h-19h atteignent les chiffres que vous voyez. C'est une moyenne, ça va évidemment beaucoup plus haut en fonction de l'actualité chaude ou pas. Et puis ce qui est assez nouveau, ce sont nos sites internet et notre application mobile qui touchent chaque jour, le dernier développement, l'application RTL Info, 80 000 visiteurs uniques. C'est assez important. Si vous prenez le stade du Standard ici tout près, quand il est rempli, il va y avoir 25 000 personnes. On n'est pas loin de 4 fois ça. Tous les jours, viennent consulter notre application mobile, notre dernier développement. On est à 250 000 sur rtlinfo.be. Je vais revenir à la transversalité. C'est pas très clair comme slide, mais grosso modo, sachez qu'il y a 80 personnes, tous médias confondus, en semaine, qui travaillent pour l'information pour RTL. Là, c'est présenté un peu sous forme de silo. Il y a à gauche la télévision, au milieu la radio Bel RTL, et puis le web digital plus Radio Contact. Ce qu'on a voulu faire au travers d'innovations technologiques, c'est partager au maximum nos contenus. Si par exemple, il se passe un événement ici, disons une conférence de presse, ici à la Maison de la Presse à Liège, ça n'a aucun intérêt de retrouver un micro Radio Contact, un micro Bel RTL, un micro RTL TVI. On a très vite essayé au travers des technologies et des expertises de nos journalistes, de pouvoir envoyer un minimum d'équipes et de faire partager le contenu produit par ces équipes pour l'ensemble des plateformes. Alors, au niveau technologique, c'est quoi? C'est un outil commun. Un outil commun qui a été développé ici en Belgique avec la société EVS, qu'on appelle chez nous la Newsroom, qui permet, quand une équipe rentre, d'ingérer le matériel qu'elle a produit et qui soit tout de suite accessible, que ce soit pour diffusion sur le web, que ce soit pour diffusion immédiate en radio, que ce soit pour traitement en télévision. Nous avons également un outil d'édition, de conduite, de sujets, qui s'appelle Open Media, qui est commun à l'ensemble des plateformes. Nous avons aussi favorisé l'acquisition de moyens très très légers. Aujourd'hui, on peut, avec un appareil comme celui-ci, qui est d'ailleurs le quotidien de journalistes radio, faire des directs, enregistrer, on peut se filmer, on peut être en direct à la télévision. Et surtout, ça c'est ce qu'on avait peut-être sous-estimé au départ, c'est la communication en interne dans une rédaction. Parce que même si vous l'avez vu sur la photo, il n'y a pas de mur, rien ne sépare la télévision, la radio, l'Internet. On a tendance parfois à vivre dans sa bulle pour son média, pour le résultat immédiat qu'on doit produire. Donc on a petit à petit organisé les échanges entre journalistes, entre chefs d'édition, entre rédacteurs en chef. Ça, je pense que c'est une clé du succès de la transversalité. Pour revenir plus spécifiquement à la radio, Eric en a longuement parlé, il y a des changements d'habitude assez conséquents qui sont en cours depuis quelques années. Ils touchent évidemment l'information. Si je prends un événement récent, il y a 2 jours, une fusillade à Bruxelles, dans des dossiers liés au terrorisme, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont appris en radio, mais peut-être plus probablement via votre ordinateur ou via une tablette ou un smartphone. Donc, c'est-à-dire que l'info immédiate, le hot news, est-ce que c'est encore l'apanage de la radio? On croit que oui, on investit toujours lourdement, mais on se dit aussi comment faire en sorte que les gens viennent toujours s'informer via la radio. Alors, en fait, on doit se concentrer, c'est la réponse qu'on pense pouvoir apporter, se concentrer sur la valeur ajoutée de la radio. Et la valeur ajoutée, c'est en fait aller au-delà de l'info brute. C'est-à-dire, il y a eu une fusillade à Bruxelles, non, c'est rendre compte profondément du dossier terrorisme, c'est parler de l'émotion des gens sur place, c'est permettre aux gens de réagir. Donc tout ça, c'est des choses qui font partie des fondamentaux, mais qui doivent être aujourd'hui réinterprétées, réhabillées pour rendre la radio à nouveau un peu plus sexy en matière d'information. Eric en a parlé aussi, on doit profiter de la convergence des médias, c'est-à-dire ne pas oublier que notre marque doit exister, oui en radio, mais aussi sur les autres plateformes de manière beaucoup plus étroite, beaucoup plus évidente. RTL Info, la marque RTL Info est en ça une réponse assez évidente, et on a vu le bénéfice, tant pour la radio que pour la télévision, de créer cette marque qui existait au départ uniquement sur les supports digitaux. Alors, la rédaction du futur, pas très joli comme slide, mais on la voit peut-être sous forme de in et de out. Le in, c'est quoi? C'est une immense desk qui ferait l'acquisition, indépendamment du média où ça va être diffusé, de l'information. Et puis il y aurait les out. Et là, c'est comment on interprète, comment on met en scène, comment on raconte l'histoire en fonction, alors à ce moment-là, spécifiquement du média. Donc il y a 2 couches de travail qui vont se superposer de plus en plus, et certain que la partie du haut sera très très commune à l'ensemble des médias. Voilà. On en est.
c'est plutôt plus une remarque. Vous parlez de valeur ajoutée à la radio, mais finalement la presse écrite doit faire la même chose, la télévision aussi. Alors en quoi est-ce que la radio va se différencier encore plus de la TV et de la presse écrite? J'ai pas de réponse précise à t'apporter puisque ce travail est en cours. Et en fait, tu as mentionné la presse écrite. C'est le premier média qui a dû se poser la question. Parce que c'est le premier média qui a souffert de l'arrivée du numérique. La radio est peut-être le deuxième, après ce sera la télévision. La télévision en souffre déjà aussi, mais peut-être moins en ce qui concerne l'information, parce qu'il y a une forme de validation de l'information au travers de l'image. Il y a aussi le rendez-vous traditionnel, 19h ou 20h selon les pays, qui reste. La radio souffre plus à ce stade que la télévision. Mais la télévision se posera aussi cette question un jour. Alors, comment on va apporter cette valeur ajoutée? Le début de réponse qu'on a pour l'instant, c'est qu'on doit, j'ai employé l'expression tout à l'heure, de réinterpréter les fondamentaux. C'est-à-dire pourquoi les gens nous ont aimés, pourquoi ils nous aiment, pourquoi ils viennent chez nous tous les jours, et comment refaire ça en les adaptant à leur nouveau mode de consommation. Donc en sachant qu'ils ont déjà l'information de base, leur apporter un peu plus, peut-être un éclairage, une analyse particulière, un scoop, une enquête, un talk show, leur donner la parole. Ça, il n'y a que la radio qui peut le faire. Un smartphone le fera beaucoup plus difficilement. Je vais peut-être rajouter un élément qui est important. On peut même le faire sans micro. On a un exemple, et c'est effectivement, on est en pleine réflexion, mais Radio Contact, par exemple, travaille depuis quelques années maintenant, que ce soit au travers de l'info ou de la totalité de la chaîne, sur énormément de nouveaux contenus et une nouvelle manière de les mettre en avant. Un exemple, on a été partenaire de Tomorrowland cet été. On a délocalisé la chaîne pendant plusieurs jours. Il se passait des choses à l'antenne. Mais à côté de ça, sur les réseaux sociaux, on a fait vivre des vidéos, on a fait vivre des éléments supplémentaires qui étaient totalement désynchronisés du média radio, mais qui étaient évidemment aux couleurs des animateurs, aux couleurs de la chaîne. Et ce sont des éléments, par exemple, il y a une vidéo qui a été vue, qui a touché 6 millions d'individus sur Facebook. Et ça, en matière de rayonnement, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer sur les petites ondes de la radio. Et donc c'est en ça qu'à un moment donné, on va devoir se réinventer et se rendre à nouveau attractif. C'est bien entendu sur ce qui se passe sur l'antenne, mais c'est sur tous les à côté qui font partie finalement du marketing de la marque et qui feront que j'ai envie d'aller là parce que je m'y sens bien, parce que je comprends ce qu'on me raconte comme histoire, quelle qu'elle soit, et que finalement, sur tous les supports que j'ai l'habitude d'utiliser, je retrouve cette identité, je retrouve cette marque et son contenu qui est intéressant.